Radio Rec, it's on air. Bonsoir, nous sommes le jeudi 2 mars 2017, bienvenue dans ce 11e numéro de Descartes en main. Nous partons outre-Atlantique ce soir en Amérique du Nord. Le Canada, dirigé par Justin Trudeau, est souvent mis en arrière-plan du géant États-Unis. Pour autant, commercialement et diplomatiquement parlant, comment se passer du Canada ? De même, on dit souvent qu'il y fait bon vivre. Nombre de Français y vont faire leurs études ou y partent s'épanouir professionnellement. Alors du rêve à la réalité, cela vaut-il le coup ? Élément de réponse dans un instant. Et puis dans la seconde partie de cette émission, direction la Corée du Sud et son géant Samsung. Après l'affaire Shawgate qui a abouti à la démission de la dirigeante sud-coréenne, c'est dorénavant Samsung qui est sur le devant de la scène de la corruption. Certains vont jusqu'à prédire la dissolution de l'entreprise d'électronique. Alors qu'en est-il ? La connivence entre milieux économiques et politiques est-elle un phénomène en développement en Corée du Sud ? Comme quoi François Fillon et Marine Le Pen ne sont pas seuls sur cette planète en ce moment. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Marc, bonsoir. Ah, pardon Marc, on entend ta parole. Bonsoir Nico. Et Hugo, bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Nelson sera avec nous dans un instant depuis Montréal. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. « 36 millions d'habitants, 13 fois plus grand que la France, 31 700 lacs. Le Canada est si loin et pourtant pas tant différent de la France. Et pour cause, nous en parlions brièvement la semaine passée. La France a un temps colonisé les terres canadiennes au XVe siècle. La francophonie y est fortement présente, notamment au Québec, région historiquement proche de la France. Je vous renvoie à l'émission Descartes en main numéro 10 et également à l'émission Politiquement incorrecte du 17 novembre 2016 où nous abordions le phénomène Trudeau, notamment sur les questions d'écologie et de diplomatie. Normalement, si ça fonctionne, nous avons Nelson avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu m'entends ? Eh oui, très bien. Bonsoir Nelson. Donc installé à Montréal cette année, tu étais dans l'émission de Politiquement Incorrect la saison passée, notamment, enfin sur toutes les questions que nous évoquions, mais notamment sur les questions de cinéma. Tu poursuis cette année ta deuxième année de master sur des thématiques dont nous reviendrons certainement à la fin de cette thématique. Alors voilà, on parlait de Justin Trudeau au mois de novembre. Le Premier ministre avait l'air d'avoir le vent en poupe, si je puis dire, c'est-à-dire apprécié de ses concitoyens qui menaient des actions écologiques, environnementales. Est-ce que c'est vraiment le ressenti qu'on a quand on est au Canada et plus particulièrement au Québec ? Alors, première chose, Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de promesses, qui est jeune, qui est beau, tu sais, qui plaît énormément. Effectivement, sur le plan international, il est très, très séduisant. Il y a quand même un sentiment de trahison, tu sais, parce que bon, ça reste un homme politique qui tient pas toutes les promesses. Il a notamment promis de réformer le système des élections, il l'a pas fait. Au-delà de ça, il faut quand même pas oublier qu'il fait partie du Parti libéral, ce qui n'est pas nécessairement apprécié, particulièrement au Québec, qui sont plutôt orientés gauche quand même. Mais bon, c'est ce qui lui a permis, lui, Québécois, d'être élu Premier ministre du Canada par justement le reste du Canada, qui eux sont vraiment orientés capitalistes. Oui, pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Et justement, n'oublions pas, peut-être pour préciser à nos auditeurs, que le Canada, donc, c'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que c'est un État fédéral avec plusieurs provinces, et donc il y a plusieurs gouvernements à l'intérieur du pays. Ouais, c'est ça. Sachant que ça se divise quand même en deux, c'est-à-dire que la plupart s'entendent très bien, c'est tout le centre, l'ouest du Canada, vraiment s'entend bien. Il n'y a que le Québec où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un réel désir d'indépendance, hein, tu sais. Si je devais faire ça grossièrement, je dirais que c'est un peu ce que peuvent ressentir les Corses d'une certaine façon vis-à-vis de la France, mais là c'est vraiment des raisons beaucoup plus politiques, économiques, culturelles. C'est plus intense de la part du Québec vis-à-vis du Canada. Alors ils ont eu l'occasion de porter cela sur des référendums à plusieurs reprises et ça n'a jamais abouti pour le moment, cette idée d'indépendance du Québec. Non, mais c'était vraiment
quand on entend parler de ça, en tout cas du point de vue des Québécois, c'est qu'il y a eu pas mal de fausses de votes qui étaient faux. Ils ont fait voter les personnes âgées, des trucs comme ça, et puis ils ont manipulé beaucoup les médias. Enfin bon, il y a quand même une rancœur qui est encore présente. C'est pas accepté encore, vraiment. Il y a le désir d'émancipation toujours là. Enfin, d'émancipation. Mm. On s'est compris. Alors le Canada, C'est un pour, peu. Le Ouais. Canada, pour beaucoup de Français, c'est un peu le pays des bisounours, c'est un petit peu comme le serait la Suisse en Europe où tout se passe bien. Pour autant, le Canada en ce moment espère profiter un peu de la rallonge budgétaire que promet Trump sur le côté militaire. Est-ce que c'est quelque chose, enfin voilà, la sécurité au Canada avec des attentats qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est quelque chose qui est présent, une question présente dans la société ou pas? La sécurité, pas nécessairement. En fait, le Canada, ils sont derrière les États-Unis, donc ils soutiennent tout ce qu'il y a. Mais eux, ils vont très très rarement envoyer des troupes parce qu'ils n'ont pas nécessairement une armée imposante. Donc ils font confiance aux Américains là-dessus. Je pense qu'ils ont raison. Mais ouais, c'est vrai que par de ça, ils dépendent un peu. Enfin, ils ont le sentiment de dépendre un peu des États-Unis, en tout cas pour la protection du territoire. Et commercialement, pardon. Non, Non, vas-y, oui. vas-y. Et commercialement, donc on le sait, il y avait ces fameux traités en cours. Alors bon, il y a tous les traités certainement liés aux États-Unis qui sont en attente de savoir si Trump veut les poursuivre ou pas. Et d'un autre côté, il y a le fameux CETA qui définirait des relations commerciales avec l'Union européenne, avec l'Europe cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est présent en Europe, mais peut-être beaucoup moins quand même au Canada, je pense. On doit moins en parler du coup. Du Du CETA. CETA, de ces traités un petit peu commerciaux qui ont fait un peu l'actualité en France. Bon, alors je dirais pas la une de l'actualité, mais voilà, où l'Union européenne a un peu mis de côté ce genre de traité. Mais tu sais, les accords de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui a toujours plus ou moins fonctionné, c'est-à-dire que c'est quand même des pays extrêmement voisins. Ils s'entendent très très bien à peu près tous les niveaux, même s'il y a une petite rivalité culturelle, Mhm. on s'entend, tu sais, les Américains, c'est quand même pas facile à vivre. Tu sais, c'est un peu le voisin qui parle fort, quoi. Tu sais. Mais disons que le Canada fait un office de réserve pétrolière, réserve de gaz, réserve de bois, réserve d'eau pour les États-Unis et même d'énergie, d'électricité. C'est-à-dire que faut pas oublier une chose, c'est que les États-Unis, ils ont absolument aucune ressource à l'heure d'aujourd'hui naturelle. Ils sont obligés d'acheter ailleurs. Et ils arrivent à obtenir du Canada et du Québec d'avoir de l'énergie pour vraiment rien du tout, c'est-à-dire un dixième du prix. Tu sais, c'est un peu c'est un peu de la crosse, comme ils disent ici. Mhm. Mais c'est un accord qui est comme ça. Les Canadiens ne sont pas nécessairement heureux avec ça, mais ça leur permet d'avoir des revenus, Mhm. d'avoir une bonne entente, je pense, surtout avec les voisins américains. Mais c'est vrai que le fait que Trump soit élu, ça risque peut-être de changer, sachant que Trudeau n'est pas nécessairement favorable à la politique de Trump. Bon, alors en tout cas pour le moment des échanges de bons procédés pardon, entre voilà, un Canada qui fournit des ressources aux États-Unis et effectivement les États-Unis qui protègent le Canadien, si en substance ce qu'on vient de dire, mais il y a d'autres, certainement bien d'autres échanges et d'autres choses. Hugo a une question, je pense, ou une réaction. Non, c'est plutôt une Ah, réaction une réaction. sur tout ça, à la fois sur la question sécuritaire et puis la question commerciale. Du point de vue sécuritaire, Trudeau a été beaucoup critiqué pour un contrat passé avec l'Arabie Saoudite, un contrat de 15 milliards de dollars sur des blindés. Mhm. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le Canada, c'est le deuxième pays exportateur d'armes vers le Moyen-Orient. Donc c'est une notion à prendre en compte. Et ce contrat n'a pas été véritablement montré ou mis en avant par Trudeau. Il a fallu que des journalistes comment dire, enquêtent là-dessus pour que enfin le Premier ministre canadien avoue ce contrat qui a quand même voilà, une certaine valeur. C'est un peu la problématique qu'on avait eue en France au moment de vendre des armes, notamment à la Russie. Hein. Il faut savoir à qui on vend ces armes. Et puis déjà, vendre des armes, c'est quelque chose qui peut être problématique. Voilà pour un premier point concernant la sécurité. Hein, Mm. et pour montrer aussi que le Canada sait faire en matière notamment de
financement Fourniture. de fourniture d'armes, pardon. Très belle correction. Ouais. Deuxième point, Putain, sur je t'en prie. le commerce et le CETA, je pense que le fait même que, Justin Trudeau soit un Premier ministre libéral, issu du Parti libéral donc, encourage ce genre d'accords commerciaux entre d'un côté le Canada et de l'autre côté l'Union européenne. Et en France, on n'a pas véritablement ce positionnement-là de la part de toute la classe politique. Et il est assez amusant de voir qui, en France, soutient le CETA, et c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément aussi nombreux que l'on veut bien le croire, même si le Parlement européen a validé ce texte. En France, on va dire qu'il y a parmi les candidats actés à la présidentielle de 2017, seuls 2 candidats qui sont favorables à cet accord. Il y a Emmanuel Macron, qui pourrait être à plusieurs titres rapproché de De Justin Trudeau. Voilà, pour plusieurs points, autant politiques que physiques, je dirais. Et il y a également François Fillon, qui est tout de même un peu critique sur cet accord-là. Et cet accord-là, finalement, il est très, très, très critiqué, notamment par la gauche, allant de Yannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon, pour plusieurs points. Pour les tribunaux d'arbitrage qui laisseraient libre cours aux lobbies et aux puissances industrielles dans des accords commerciaux, notamment, où finalement les lobbies industriels et économiques auraient plus de puissance que les États. Premier point. Deuxième point où la critique abonde, c'est aussi au niveau environnemental, où on dit, c'est un cas d'école presque, que le commerce fait fi de l'environnement, mais aussi du bien-être animal, mais aussi, in extenso, du bien-être humain. Donc voici quelques-unes des problématiques qui sont soulevées par cet accord, et qui, je pense, fait beaucoup moins polémique au Canada, parce que le gouvernement y est largement favorable, et la population, par son vote, a d'une certaine manière légitimé cet accord-là et cette tendance politique et économique. Ça a appelé une réaction de Marc. Pas nécessairement, je repensais à ce que... Alors j'ai bien écouté ce qu'a dit Hugo, mais tant mieux, je repensais à une chose que Nelson a évoquée, et je suis un peu surpris. Quand tu expliques que, en gros, le Canada fournit de l'énergie aux États-Unis, moi je suis un peu étonné, parce que de mémoire, les États-Unis, c'est peut-être la plus grande ressource énergétique de la planète. Il y a du cuivre, il y a des forêts, il y a du charbon, il y a du gaz, et je suis un peu étonné, et du pétrole évidemment. Donc je suis un peu étonné. Enfin, peut-être, je sais pas à quel niveau en tout cas ça pourrait se faire, la relation Canada-États-Unis dans le sens du nord vers le sud. Je vois pas trop en fait, Nels. J'aimerais que tu m'en dises plus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des... ils sont producteurs d'énergie, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'ils produisent de grandes quantités, mais eux-mêmes, ils sont capables de produire 10% de leur consommation d'énergie, ce qui est ridicule. Tu parles des Donc, États-Unis là. Les États-Unis, ouais. Oui, Après, grosse production, mais forcément gros consommateur aussi. c'est ça, tu prends rien que l'île de Manhattan, la consommation est juste absolument monstrueuse, sachant que tu as aussi tout ce qui est consommation cybernétique, les fermes d'ordinateurs, Google, toutes ces choses-là, les big data. C'est un truc qui, en termes de consommation, une ferme, ça correspond à une très très grande ville. C'est vraiment des consommations gargantuesques. Si tu me permets cette petite coquetterie littéraire. Permets-toi. Je me permets. Alors, Et, oui, pardon. c'est juste que là, donc ça, c'est la consommation d'électricité. Mhm. Et qui sont vraiment mauvais producteurs d'électricité, les États-Unis. Et la consommation de pétrole, ça a commencé à s'effondrer à partir des années 70. C'est-à-dire qu'on prévoyait dans les années 70 que ce serait la fin du pétrole d'ici 40 ans. C'était avant qu'on commence à exploiter le pétrole du Gaz de du schiste. pays. Ah oui, pardon. Mais déjà à l'époque, dans les années 60-70, on prévoyait la fin de cette ressource-là aux États-Unis, toujours. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pétrole aux États-Unis. En tout cas, pas suffisamment pour
Les pour ressources, fournir un pays en entier. et oui, les ressources premières, évidemment, tendent à disparaître. C'est l'objectif, enfin, c'est ce qui se passe, évidemment, et Ah, ce pourquoi souvent les Si on devait écologistes inclure, excuse-moi, pardon, interviennent. Vas-y, si vas-y, on je t'en devait prie. inclure l'Alaska qui est fournisseur de gaz, ce serait pas mal, mais le truc c'est que pour acheminer du gaz, il faudra un pipeline, et puis le pipeline ne va pas passer à travers les États-Unis, parce que ça fait quand même un bout de chemin. Donc c'est obligé de passer par bateau, ce qui consomme encore un peu plus d'énergie. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs c'était un une des idées de Trump de faire passer un pipeline depuis l'Alaska jusqu'aux États-Unis, à travers le Canada. Mhm. Et, mais en soi, les États-Unis sont assez mauvais producteurs aujourd'hui. Et on imagine évidemment que le Canada n'est pas forcément très favorable au voilà, hein, vous l'aurez compris, en dessous de son territoire. Oui, Hugo. Oui, mais déjà c'est une très bonne référence que celle du pipeline là, qui fait polémique parce que Trump relance ce, ce projet-là qui avait été un peu de mémoire mis entre parenthèses par Obama et donc Trump est bien content de pouvoir le ressortir des cartons. Mhm. Sur la production du pétrole, comment dire, la donne a été largement changée ces dernières années et on l'a vu avec la crise pétrolière de l'année dernière où comment dire, les États-Unis ont repris le dessus par rapport Aux à pays tous les arabes. concurrents, Mhm. notamment les pays de l'OPEP. Mais voilà, et la donne a largement changé par rapport aux années 70 où on prédisait le peak oil et la fin du pétrole, où on a découvert des nouvelles comment dire, façons d'extraire le pétrole. Tu parlais du pétrole de schiste. Mhm. On peut également parler du permafrost dans les zones comment dire, arctiques et voilà, notamment en Russie, où on commence à pouvoir extraire progressivement du pétrole là aussi. Donc il y a des ressources inestimées et voilà, et je pense pas qu'on soit proche de la fin du pétrole de toute manière. Et les États-Unis savent juguler leur utilisation domestique. L'avenir nous le dira. Je vous propose d'aborder un nouveau thème un petit peu, puisqu'on a parlé diplomatie, commerce et ressources, mais le mode de vie à la canadienne, et peut-être plus particulièrement au Québec, une enquête une enquête a récemment montré en termes immobiliers, par exemple, que 34% de la génération Y au Canada est déjà propriétaire, ce qui tendrait un petit peu à confirmer ce que l'on croit, nous Français, en tout cas outre-Atlantique, de ce qui se produit au Canada avec une manière de vivre bien sympa et tout qui fonctionne. Bon, Nelson, j'imagine que le Canada, ce n'est pas le pays des bisounours pour autant, c'est un pays comme un autre dans lequel, bon bah voilà, on peut peut-être plus facilement entreprendre ou en tout cas il y a peut-être des barrières que nous Français on considère avoir qui n'existent pas, mais enfin tu nous confirmes que c'est pas non plus un pays génialissime. Non, non, Loin de moi effectivement, l'idée il y a tout un tas de de bouleverser le problèmes. Canada, hein. Mais pour en revenir sur l'énergie, sachez qu'ici, dans les logements, 9 fois sur 10, on paye pas l'eau. Mhm. L'eau est fournie par l'État gratuitement. Elle est contrôlée, bien sûr, évidemment. Mais 9 fois sur 10, les habitants ne la payent pas. Ce qui fait écho d'ailleurs à C'est certains débats qu'il y a parfois sur ça. le coût de l'eau et le fait que c'est un bien premier que tout le monde devrait pouvoir avoir. Enfin, en tout cas, ce sont des débats qui existent, effectivement. Oui, oui, oui. Mais voilà, non, non, pour revenir à ta question, c'est la vie, sinon, elle est pas simple, hein, on s'entend, il y a des trucs qui fonctionnent pas, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un peu comme partout. Mhm. C'est vachement original de dire ça, mais c'est que c'est vraiment un pays américain, tu sais. Donc, Mhm. sur la vie de tous les jours, il y a vraiment des trucs qui vont être simplissimes, beaucoup plus simples qu'en France, toujours. Les commerces, ça va être très très simple. Se déplacer en voiture, ça va être... Chose-là, c'est cette culture américaine qu'on peut imaginer, effectivement, ça simplifie grandement les choses. Maintenant, pour la vie de tous les jours, il y a vraiment
des choses qui sont un peu plus compliquées. Enfin, je sais pas l'orientation de ta question, si elle était purement sur la vie de tous les jours, ou s'il y avait d'autres problèmes que. Non, non, elle était simplement pour mettre en, enfin, tout ça, pour contrebalancer peut-être un petit peu le rêve que l'on se fait idyllique ou idéalisé, en tout cas l'image idéalisée du Canada pour se dire qu'effectivement c'est un pays comme les autres, mais ça n'appelait pas forcément un développement particulier. Non, Hugo, t'avais quelque chose à demander? Non, non, j'avais quelque chose à rajouter pour Ah, ne pas oui. non plus Noircir le tableau. noircir ce tableau C'était pas mon objectif non plus, hein, de bien manière sûr. dramatique. Ouais. Pour y avoir été, pour avoir plusieurs proches qui ont vécu une certaine durée, c'est un pays tout à fait agréable et je pense que le rapport à l'autre est tout à fait, comment dire, ouais, agréable, notamment pour nous qui sommes parisiens où c'est parfois un peu Ah oui, compliqué. les relations On a une- entre les. Toi qui es parisien. On Moi, a une notion de la civilité qui est tout à fait différente que celle qu'il y a à Paris ou qu'il peut y avoir en France si on exagère un petit peu. C'est vrai, Nelson, on était avec Marc, donc il n'y a pas longtemps au Canada, avec toi en séjour, en vacances, pendant qu'Hugo tenait Ouais. la baraque de Radio Rec. Et, et c'est vrai que c'est ce qu'on remarque, c'est ce côté avenant des gens. Ça, pour le coup, c'est pas un film, c'est-à-dire que les gens sont, en tout cas à Montréal, au Québec, pour ce qu'on en a vu, voilà, ils sont vraiment, de manière générale, très sympathiques, très avenants. Ce qu'on retrouve, alors ce qu'on peut retrouver en France, hein, disons-le, mais pour les Parisiens, c'est un peu moins habituel, voilà, de se croiser dans la rue, de se dire bonjour. Bon, je dis pas que dans Montréal tout le monde se dit bonjour, c'est pas le cas, mais c'est pour dire que voilà, il y a ce côté avenant que l'on retrouve en province française et qu'on retrouverait pas forcément dans les grandes villes. Ouais, c'est juste, ouais. Il y a un rapport en fait avec l'étranger qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on ne te connaît pas. Tu sais, c'est pas un mur le fait de pas te connaître, tu sais, se voit te parler, ça va être normal. Tu vas tutoyer directement. Oui, C'est vraiment les choses qui sont évidentes. Enfin, francophone, qui sont évidentes voilà. ici. Enfin, Et la province du Québec qui est francophone, mais effectivement où on pratique le tutoiement un petit peu comme on le fait à l'anglaise et où on ne le pratique pas en France aussi facilement, bien entendu. Alors, on va voir un petit peu justement dans ces modes de vie. Le système éducatif et universitaire, puisqu'on s'adresse beaucoup à des étudiants à Radio Rec, est-ce qu'il est beaucoup dissocié de celui de la France ou est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que grosso modo c'est le même principe? non, là, il est vraiment, vraiment différent. Enfin, en termes de méthodologie, c'est vraiment un autre monde. Mhm, En termes d'administration aussi, après, il y a toujours le système 3 années de licence, qu'ils appellent le baccalauréat. La maîtrise, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que tu sais, ils n'ont pas une première année puis une deuxième année. Eux, en gros, ils ont un certain nombre de cours à remplir et puis après, ils passent. Sachant qu'il n'y a pas toujours des maîtrises, des fois, il y a des licences qui mènent directement à un doctorat. Enfin bon, ça dépend du domaine dans lequel tu es. Mais là où c'est vraiment, vraiment marquant, c'est au niveau de la méthodologie de l'administration. mhm. Ah, c'est extrêmement, extrêmement performant. Tout est très, très bien pensé. Et puis, c'est-à-dire que quand tu vas arriver à ton cours, au premier cours, l'introduction, tu sauras que à chaque semaine, tout ce que tu vas devoir faire, tous les textes, tu les auras. Mhm. C'est vraiment, c'est pas de prémâcher le travail, tu sais, mais disons que c'est très très clair en fait ce qu'on te demande. C'est pas genre Ouais. ouais bon lisez un texte et puis bon j'ai pas trop d'idées pour le partiel. Bon bah tenez parlez-moi de ça, parlez-moi de ce sujet, vous avez 3 heures. Là c'est vraiment des trucs carrés préparés. C'est beaucoup beaucoup plus suivi qu'en France. L'étudiant est plus suivi qu'en France, il est plus écouté. Et il y a la grosse, je pense, la différence majeure qu'on peut avoir avec les universités françaises, c'est que il y a une proximité Mhm. vraiment très importante entre l'étudiant et le professeur. C'est pas rare que les professeurs, après le cours, aillent boire des bières avec des étudiants. Ça se fait. Et avant, Par exemple. avant d'arriver au master, enfin au niveau du master en France, je parle en équivalent, parce qu'on sait que ça se fait davantage quand même dans les universités quand les groupes sont restreints, vers la 5e année après le bac, ce sont des pratiques qui existent un petit peu, mais qui effectivement, dès le départ à l'université, n'existent pas. C'est-à-dire que ça peut exister parce qu'il y a beaucoup plus de groupes de recherche, ça se fait énormément. Mm. Beaucoup, beaucoup plus. Tu as le système des 5 à 7, par exemple, qui est un genre de rendez-vous hebdomadaire, j'en sais rien. Mhm. C'est où en fait, après le cours, ben, les gens sortent tous, ils vont tous dans un bar et puis ils prennent tous un verre ensemble. C'est une façon de socialiser, d'échanger, d'apprendre à se connaître. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment intense.
Ça se fait, c'est dans les mœurs. Réellement, c'est intégré, c'est normal. Et que tu sois en maîtrise ou en baccalauréat, en l'occurrence, parce que c'est le baccalauréat et puis c'est le baccalauréat. C'est pas une licence du coup. C'est vraiment quelque chose d'intégré, je sais pas comment te dire. Moi, c'est un truc qui m'avait un peu perturbé au début, par exemple. Bon, on a bien compris en tout cas donc voilà, on n'est pas au cas par cas, même si, alors attention, il ne s'agit pas là de décrédibiliser les universités françaises. Il y en a qui procèdent, tel que tu l'as expliqué, qu'elles procédaient au Canada, mais effectivement, c'est peut-être pas la généralité en France de préciser tout cela dès le premier cours, de voir comment va se produire la progression et d'inclure tout le monde. Et on en a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Nelson, donc toi au Canada, tu travailles notamment sur des questions sur la ludification de notre société et en particulier forcément celle du Canada. Alors voilà, sur cette thématique précise, que peut-on dire du coup? C'est ce qu'on remarque là, parce qu'il y a énormément d'études qui sont en train d'être menées, c'est que depuis à peu près 2010, la majorité des entreprises commencent à essayer de trouver des systèmes de ludification pour optimiser le travail de leurs employés. Et en fait, là, on est en train de chercher en ce moment beaucoup. La recherche est orientée sur les bons moyens de créer une motivation qui est intrinsèque pour faire travailler ou pour produire un effet de production. Alors, la ludification, rappelons peut-être, c'est voilà l'idée de... C'est l'inclusion d'une dimension ludique, donc du jeu, dans quelque chose qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Si je peux te donner un exemple, par exemple, quand tu vas chez Ikea, le fait d'aller monter ton meuble, on a fait en sorte que ce soit un peu ludique, que ce soit un peu rigolo. Tu sais, t'as un petit schéma qui est sympa, des petits bonhommes. C'est plus le fun d'aller monter son meuble chez Ikea plutôt que d'aller monter chez Conforama. De A à Z. Là, ça demande des compétences, c'est un peu compliqué. L'idée, c'est en gros d'inclure le jeu dans un système. D'accord. Et donc effectivement, par exemple au travail, rendre les choses plus agréables. Pas nécessairement plus agréable, parce qu'en fait, on se rend compte que ça fait un moment que ça existe et que, par exemple, tu as toute la ludification, la logique behaviorale qui consiste à mettre un système de points, par exemple, en disant, voilà, plus vous travaillez, admettons, tu es dans un centre d'appel, plus tu fais d'appels, plus tu vas avoir de points, et plus tu seras un bon ouvrier. Par contre, ton copain qui a fait moins que toi, il sera moins bon que toi. Et en fait, l'idée, c'est de créer de la compétition, de créer un système de points, pas nécessairement avec une récompense au bout, mais le fait juste de mettre des points, ça modifie la motivation. Mais c'est pas une motivation qui est intrinsèque, c'est une motivation qui est un peu forcée, si tu veux. Et le but du jeu, ça va être de trouver des moyens de motiver réellement les gens grâce à une forme de jeu. Et ça fonctionne donc au Canada. Vas-y. Non, je te demande si ça fonctionne au Canada, enfin au Québec. On le remarque beaucoup en fait. Et on s'est rendu compte que principalement, pour créer une motivation intrinsèque par le jeu, l'intérêt du jeu, c'était le fait que les gens ne soient pas obligés d'adhérer. C'est-à-dire que ceux qui veulent y jouer, jouent. Ceux qui veulent participer au système de points le font. Mais ceux qui veulent pas le faire, ils vont pas être pénalisés, si tu veux. Et ça, c'est un truc qui n'est pas encore intégré dans les entreprises parce que eux, leur but, c'est le profit. Oui. Or, c'est une mauvaise façon de procéder parce que ça génère du stress, des trucs. Et là, nous, on est en train de voir en ce moment, c'est un gros challenge de comprendre comment on peut faire pour utiliser le jeu de façon à ce que certaines tâches ou certaines habitudes, par exemple, jeter son mégot par terre, par exemple, comment on peut inciter les gens à ne plus jeter le mégot par terre par des ressorts ludiques. C'est tout un tas de questionnements, tu sais, sur la société, sur l'urbanisme, sur l'éducation, sur tout un tas de domaines. Et c'est un truc qui est en train de vraiment d'exploser ici depuis un peu moins d'une dizaine d'années. On verra si ça arrive en France de la même manière, j'ai envie de dire, même si évidemment la ludification est quelque chose qui existe en France et qui est évoqué, mais voilà, est-ce que ça arrivera de la même manière? Marc? Oui, alors c'est très intéressant en soi, mais je trouve ça grave parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu, je trouve que derrière en fait cette idée de ludification, il y a quand même une volonté de rendre les choses plus accessibles, de faire en sorte que ce soit plus amusant, que ce soit plus ludique. Tu as dit le mot, et je peux pas m'empêcher d'y voir ça aussi en France, notamment le fait qu'on essaye de familiariser, d'infantiliser un petit peu toutes les sociétés en règle générale. Regardez l'état des pubs, notamment où on a l'impression qu'on prend les consommateurs pour des débiles, pour des enfants en
soi. Et dans le procès de ludification, je comprends très bien. Attention, on avait déjà eu la discussion avec Nelson, donc il n'y a pas d'attaque en soi, évidemment, c'est intéressant. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir derrière l'idée, si vous voulez, d'infantiliser un peu tout le monde, dans le sens où chaque chose que vous faites pour le travail, pour la famille, pour vous déplacer, n'importe quoi, il faut toujours qu'il y ait une carotte au bout pour que ça vous permette d'avancer. Et je trouve que derrière tout ça, il y a peut-être une espèce d'abaissement de la notion de citoyenneté, la façon de faire, de sérieux, de maturité en soi, qui va de la pub, etc. Donc je trouve ça très intéressant, mais ça en dit, à mon avis, long sur l'état des sociétés. Mais tu sais, excuse-moi Marc, je vais te répondre, c'est qu'effectivement, le fait de mettre une carotte au bout, ça peut faire partie d'un système de ludification, sauf que en l'occurrence, il y en a d'autres, des formes de ludification. Et le système, aujourd'hui, le système behavioral, justement, fonctionne comme ça. On te met une carotte au bout, si tu as fait suffisamment d'heures, et ben, tu vas avoir ta petite récompense, tu auras ton petit sucre. L'idée, c'est de créer, en fait, de faire en sorte que les formes. En fait, tu sais, il y a tout un tas de jeux où t'as pas réellement de récompense. Le but, c'est de jouer. À part vite fait de gagner, t'as plein de jeux style, je sais pas, prenons par exemple le billard où effectivement, ouais, t'as gagné, ouais, je suis content. Mais le bon temps, en fait, ce qui t'intéressait, c'était de faire une partie, par exemple. L'idée, c'est pas d'intégrer un système de récompense, ni même un système de points, c'est de créer ni même une infantilisation, parce que ça, on peut aimer jouer tout en étant parfaitement mature, même si dans la société, c'est pas encore intégré réellement. Je vois Marc qui sourcille. Marc, Pokémon Go. Hein par exemple. Je le laisse terminer. Pardon Nelson, je t'ai coupé, vas-y. Disons que voilà, ce qu'on appelle motivation intrinsèque, c'est de faire en sorte que ton travail, la forme qu'il prend, puisse être plus agréable par des ressorts ludiques, et ça ne passe pas nécessairement par un système de récompense et de points. Ouais, mais rendre une chose ludique en soi, j'ai l'impression que quand je dis infantilisation, c'est pas forcément immaturité. Ça veut dire, en gros, essayer d'accompagner chaque geste par une sorte d'encadrement. Tu disais que ça devait être ludique, mais derrière le fait que ça soit ludique, il y a quand même l'idée. Tu prenais l'exemple d'IKEA et d'un autre truc. Effectivement, il y a quand même l'idée derrière qu'il faut que ça soit infantilisé. On voit bien que les trucs d'IKEA, n'importe quel gamin pourrait les faire, si vous voulez. Et je trouve, je remets pas en cause ce que tu fais, Nelson, comprends bien. C'est juste que derrière, non mais je veux pas, voilà, tu le sais, mais je dis que derrière, selon moi, il y a quand même, je peux pas m'empêcher d'y voir ça malgré tout. J'ai l'impression. Je pense sincèrement que l'évolution de la société se dirige vers ça, mais on le voit depuis déjà, ça se dirige vers ça, c'est la société qui évolue de cette manière-là. Je sais pas si c'est une bonne chose, je peux pas dire. Vraiment, je comprends tes inquiétudes, si ça en est, ça se trouve, c'est même pas des inquiétudes, mais disons que c'est vers là que ça tend, c'est-à-dire que l'évolution va par là. Et le but du jeu, c'est plutôt que de se faire manipuler par des systèmes qui permettent aux grandes entreprises de par exemple avoir des données sur toi, te faire travailler comme faire de toi une espèce de un robot, esclave, ouais, un robot, un truc comme ça, parce qu'on te donne ton sucre et que voilà, et puis quand au final toi t'es vraiment rien dans la machine. L'idée c'est de comprendre en fait, de faire en sorte que la ludification puisse permettre aux gens de s'émanciper un petit peu aussi, tu sais. Enfin bon, ça c'est plus... Là c'est un raisonnement qui va un petit peu loin encore, parce que c'est vraiment le stade où en est la recherche aujourd'hui, tu sais, on essaie de trouver des moyens de motiver les gens selon leurs capacités, selon leurs désirs, et de faire en sorte que ceux qui veulent pas jouer puissent ne pas jouer, enfin, de créer une société vraiment à ce niveau-là, parfaitement égalitaire, sans classe, sans truc comme ça, où tout le monde serait égal. C'est vraiment là le niveau de la réflexion et de l'étude, on est à ce niveau-là, c'est de rechercher une société qui pourrait fonctionner de cette manière-là. Ça, on en est rendu loin. Mais ça part dans la philosophie. En l'occurrence, je comprends que dans la société, ce soit un peu inquiétant pour le moment, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau, mais enfin, on se rend bien compte que 9 fois sur 10 dans la société, il y a quand même des ressorts ludiques. Je te prends l'exemple de ton GPS, c'est pas le tien, mais genre Waze. Je sais pas si vous avez Waze ici. Oui. Waze, oui. Ouais.
Bah, Waze, en fait, regarde, voilà, ludifier un bon système, c'est ça, c'est genre, t'as ton GPS, il te sert bien, c'est parfait. Sauf que, ben, plus tu vas informer qu'il y a par exemple un embouteillage, qu'il y a un objet sur la route, un objet dangereux, plus tu vas avoir des points qui s'accumulent. Et plus tu auras de points, plus tu vas pouvoir personnaliser ton avatar, plus tu vas avoir de possibilités de personnalisation, tu auras des petits trucs, des machins. Et l'idée, c'est que tu auras ton application, elle va fonctionner même si tu le fais pas. Mais le fait de te donner ça, ça va t'inciter à être plus prudent. Enfin, dans l'idée, ça va t'inciter à vraiment être plus actif, à prévenir les autres. Donc, tu vas être peut-être plus alerte, un truc comme ça. Et voilà. C'est un beau système d'éducation. Waze qui est un bon exemple effectivement de ludification qui parle certainement à beaucoup de monde, notamment tous les utilisateurs qu'il peut y avoir. Juste un dernier point, Nelson, avant de te libérer. L'insertion professionnelle au Canada, parce que c'est peut-être ce qui intéresse soit des futurs... Ah, oui, pardon, je viens de percuter. Pourquoi tu rigoles? L'insertion professionnelle au Canada, parce que ça intéresse peut-être beaucoup d'étudiants ou de gens qui voudraient y partir. Voilà, aujourd'hui c'est un pays décomplexé vis-à-vis du travail, ou c'est comme en France, du chômage, un travail un peu tabou, des questions de société qui prendraient une part importante dans une élection éventuelle? Ça prend pas trop part dans les élections, malgré ça il y a quand même du chômage, enfin ils appellent ça le bien-être social, le BS. Le bien-être social, c'est le chômage? Ouais, c'est l'équivalent chez eux. Et d'ailleurs, c'est un peu, tu sais, c'est un peu péjoratif de dire ça pour les Québécois. Quelqu'un, ouais, il est sur le BS, tu sais. Il n'y a que des BS ici, bref. Non, mais le marché du travail n'est pas nécessairement plus simple qu'en France. Je pense que si, quand même, disons qu'il y a des problématiques similaires, comme le racisme, tu sais, comme le fait que tu doives déposer 300 CV pour avoir un job, un truc comme ça, malgré tout, pour les opportunités pour les projets vraiment, les nouveaux projets, là il y a de la place, il y a beaucoup plus de place parce que en ce moment, Montréal est un lieu qui s'enrichit énormément, notamment grâce aux jeux vidéo, grâce à la culture, grâce à toutes ces choses-là, ils investissent énormément là-dedans. Fait qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les nouveaux projets, ils sont très très friands de ça ici. Après, et dans le domaine de l'éducation aussi, vraiment ils mettent le paquet. Ça c'est vraiment fort, ils mettent beaucoup beaucoup d'argent là-dedans. Plus qu'en France, on s'entend. Mais après, c'est pas nécessairement toujours facile de trouver du travail. Je sais que moi personnellement j'ai quelques difficultés. Je le fais peut-être pas de la bonne manière, je dis pas que je suis pas responsable d'une certaine façon, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement plus simple qu'en France. Mais je pense que si tu te bouges un peu, je pense que c'est à peu près équivalent quand même. Eh ben d'accord. Eh ben merci beaucoup Nelson pour ces quelques informations donc sur le Canada. Merci. Alors bonne journée à toi, parce que là il est quoi? Il est 14h30. Attends, je vais te dire. Il est 20h30 ici en France, donc il doit être 14h30. 14h30, voilà. Merci. Eh ben écoute, bon après-midi à toi. Bah merci de m'avoir reçu, ça fait un plaisir de vous retrouver là. Et puis on se reparle très vite sur Radio Rec, bien entendu, dès que tu le souhaites, dès qu'il y a un sujet qui t'intéresse. Dès que quoi? J'espère que Marc va mieux. Ah oui, Marc va mieux. Bon, ouais. ça va. Marc a été voir le médecin, Marc a fait un petit coup de déprime post-montréalaise. C'est ça, le décalage horaire. Merci beaucoup Nelson, très belle soirée à toi, enfin très bel après-midi, c'est le décalage, et puis à très vite. À très vite. Bisous. Allez, nous on poursuit tout de suite, on passe à la seconde partie de cette émission avec les affaires, et la France n'est pas la seule concernée en ce moment. Après le Canada, la Corée du Sud, c'est là que le géant des téléviseurs et de la téléphonie mobile, Samsung, est implanté, et une affaire de corruption vient s'ajouter aux précédents déjà évoqués dans une émission passée. Hugo décrypte pour nous cette affaire politico
économique. Et Marc, tu avais appelé, alors j'ai vu ça, Samsung l'étoile descendante ou Samsung la guerre des étoiles. T'as un truc avec les étoiles. Je sais pas pourquoi il a dit Marc, mais Bah, c'est parce ce que qu'on- j'ai J'ai un dit peu Marc, ta mais c'est tête. Hugo, pardon, autant pour moi. Mais non. parce que Samsung ça veut dire 3 étoiles. Et donc, Ah, je faisais une référence. oh. Le mec, déjà, si vous avez Il déjà, impose un niveau, si là. déjà vous vous sentiez inférieur, alors là vous êtes sous terre. Là, il a non, mis, alors il a mis là, le niveau, là, Je- le je Hugo. Non, je Si, n'aurais si, si. aucune prétention quant à mon coréen qui est assez médiocre. Non, simplement petit cours rapide. Sam, ça veut dire 3 et 5, ça veut dire étoile. Donc voilà, 3 étoiles. Et les 3 étoiles qui étaient présentes à l'origine sur le logo de Samsung, si on se rappelle, dans les années 90. Et début des années 2000, il me semble encore. Eh bien, nous allons parler de Lin Jae-yong. Je me suis tenté à le dire, mais je crois Ouais, que tu c'est t'es- mal prononcé. Hein. Ouais, pas tout à fait. C'est Lee Jae-young qui est Voilà. numéro 1 de fait de Samsung depuis la crise cardiaque de son père en 2014 et il a été Son officiellement père, oui. inculpé ce mardi pour corruption, détournement de fonds et parjure, entre autres. Il a par ailleurs 4 autres dirigeants de Samsung ont été mis en examen et 3 ont d'ores et déjà démissionné. Eh ben, très très beau pédigré pour cette entreprise. Déjà fin 2016, la Corée du Sud faisait l'actualité avec les déboires de la présidente Park, on en avait donc parlé. Ouais, Et alors, aujourd'hui, nouvelle affaire. Nouvelle affaire en fait qui fait suite à l'affaire Choi, le Choigate que tu évoquais tout à l'heure, qui avait éclaté fin 2016. Qui avait pris une place de choix dans l'actualité. Tout à fait, si on veut, si on le prononce assez mal, hein. Choi Soon-sil, qui était l'ex-confident de la présidente déchue. Qu'est-ce qu'on reproche à Lee Jae-young aujourd'hui ? Il est notamment accusé d'avoir versé en 2014 et 2015 l'équivalent de 35 millions d'euros de pots de vin à cette fameuse Choi Soon-sil en contrepartie de faveurs politiques, dont un accord tacite de la part de la présidente de la République d'alors sur la fusion entre Samsung C&T et Child Industries, alors que les critiques battaient leur plein notamment sur la sous-évaluation délibérée de la filiale C&T de Samsung. Alors fusion donc remise en cause. Samsung est pourtant un grand groupe que l'on connaît en France, à travers le monde bien sûr, avec ses téléphones. Hein. Je ne saurais dire d'ailleurs s'ils sont devant ou derrière l'iPhone, mais peut-être derrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'une des très grandes marques de mobile, par exemple, et de téléviseurs avant cela. Alors, l'accord, malgré tout, a bien été mené, la fusion a bien eu lieu parce que la présidente, finalement, a bien été visiblement rémunérée. Elle a bien fait son Affaire à travail. suivre. On verra ce qu'en pensent les juges. Ouais. Samsung est en effet, pour te répondre, deuxième sur le plan mondial, derrière Apple encore aujourd'hui. Mais Samsung est pour autant un pilier de l'économie sud-coréenne, c'est 20% du PIB du pays, c'est le plus important des chaebols. Qu'est-ce que c'est que les chaebols ? Ce sont ces consortiums économico-industriels gigantesques qui font vivre l'économie du pays. On compte parmi ceux-là LG, Hyundai, SK, Lotte, POSCO. On connaît plus les premiers que les seconds, mais ce sont tous des groupes sensationnellement gigantesques. Ces groupes sont centraux pour l'économie et les rapports entre leurs dirigeants et les responsables politiques savent être ténus. Une interdépendance qui est née après la guerre de Corée en 1953, quand le gouvernement a confié à quelques groupes familiaux les anciens actifs des colons japonais et également la gestion d'une partie de l'aide matérielle à la reconstruction. Cela a été accentué par le dictateur Park Geun-hye, qui est le père de Park Geun-hye, qui est à l'origine du boom économique, et il s'est largement appuyé sur les chaebols dans les années 60-70. Pour accentuer un peu cette crise à Samsung, il faut ajouter que ce n'est pas la première fois que la famille Lee, qui dirige cette entreprise, est inquiétée par la justice. Lee Kun-hee, président de Samsung, de droit et père du nouvel inculpé, a été condamné en 2008 à de la prison avec sursis pour évasion fiscale. Mais il a été ensuite gracieusement pardonné par le président d'alors, Lee Myung-bak, soucieux de garder le soutien de ce chaebol si puissant et aussi si important pour la bonne santé du pays. La bonne santé du pays quand on pense que le père a fait une crise cardiaque, quoi. C'est assez marrant
Parler de santé dans ces conditions. Non, Bref, tu trouves ça drôle, nuance. quelles sont les conséquences de cette affaire, Hugo? Bah déjà des conséquences sur l'organisation, je dirais presque la gouvernance au sein de Samsung. Déjà, Samsung revoit son organisation. Le bureau des stratégies futures qui supervise les grandes décisions a été dissous. Il en a été de même pour le puissant service de lobbying gouvernemental, c'est dire la connivence et les liens qui peuvent exister. Ensuite, la politique des dons va être remise en cause et revue pour être beaucoup plus transparente. Et malgré ça, malgré ces petits arrangements, des doutes existent sur les intentions réelles du groupe et d'aucuns voient dans ces quelques mesures un écran de fumée. Ça a déjà été le cas dans le passé. Et ils ont perdu combien d'étoiles? Pardon. Je suis désolé, je voulais la faire. Ah, c'était c'était ta le demande moment d'intervention, opportun. Marc. Et Très pourtant, bien. si j'ai vu le vent là. C'est Cette noté, histoire c'est noté. arrive, ironie de l'histoire, à une drôle de période pour Samsung. La marque connaît une crise de confiance après l'épisode du Galaxy Note 7 et ses batteries explosives. Hein. Et son dernier téléphone n'a d'ailleurs pas été présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, mais le sera finalement un peu plus tard. Donc Samsung est vraiment dans une situation délicate quant à ses produits et quant à son image. Et le chaebol n'est pas au bout de ses peines. Si Lee Jae-yong est bien condamné, le problème de succession se posera alors. Je le rappelle que Samsung est une entreprise familiale qui est fondée par le grand-père Lee Byung-chul en 1938, et nous ne sommes pas à l'abri aujourd'hui d'une guerre intestine, notamment entre les deux autres enfants de Lee Kun-hee, qui est toujours attaqué qui est toujours dans un état de santé assez fragile. Et surtout, c'est le système des chaebols qui pourrait être fortement chahuté, avec un procès qui pourrait prendre des dimensions beaucoup plus importantes et concerner d'autres chaebols. La chute de Park Geun-hye, la présidente, a prouvé que nous n'étions à l'abri de rien. Deux ou trois fils dans la balance, combien ils sont? Alors, c'est deux filles. Deux filles, pardon. Deux filles donc qui peuvent éventuellement prendre la succession, mais voilà, qui pourraient évidemment prétendre à la succession et à la présidence donc de ce consortium économique, sachant que au moment où l'affaire de la fusion entre Samsung City et Cheil Industries avait éclaté, on pensait en fait que c'était une manière pour Lee Jae-yong d'assurer la succession. C'était pour lui de prendre part belle en fait dans la direction de l'entreprise et d'annoncer finalement qu'il serait le successeur. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, on peut penser que si il est bien déchu par les juges, ces deux sœurs pourraient se séparer au moins le gâteau, et je ne sais pas, l'une reprendrait l'économie, par exemple, je ne sais pas, la partie électronique, oui, l'autre. Ils se répartiront les parties. Il faut bien savoir qu'on a en France et en Europe, et même en dehors de la Corée, je dirais, on a seulement la partie immergée de l'iceberg. On a de Samsung, ce sont quoi? Ce sont des téléphones, des tablettes, des frigos peut-être, mais on n'a pas toute la partie plus construction, des choses. Ce sont des choses gigantesques. C'est Bouygues quoi un peu le truc. Ça va bien au-delà de Bouygues. Bouygues pourrait être le cas en France parce que voilà, on n'a pas vraiment de pareil, mais voilà, ce sont des consortiums qui sont sur énormément de secteurs économiques. À entendre ce que tu disais à la fin, oui Marc? Non, je sais pas, t'as eu du mal avec la phrase que tu venais de prendre, et ça m'a fait rire. À entendre ce que tu nous disais à la fin, voilà, il y a pagaille dans la maison Samsung, il va y avoir probablement un petit peu des choses à régler. Est-ce que ça sera sous forme de règlement de compte ou pas, on ne sait pas. Mais en revanche, tu sembles nous indiquer qu'il n'y a pas péril pour la marque Samsung aujourd'hui, très importante et qui risque de continuer de fonctionner après tout. Je disais en introduction que certains imaginaient la dissolution de Samsung, on n'en est pas là aujourd'hui. Alors, Samsung continuera, j'imagine, à exister. Alors, est-ce qu'elle continuera à exister sous la forme
d'un chaebol ou non, ou est-ce qu'elle sera divisée en plusieurs grosses entreprises, ça reste une question entière, mais le nom Samsung est aujourd'hui suffisamment ancré que j'imagine mal la disparition d'une marque. Je le redis, c'est 20% du PIB du pays, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est donc énorme pour l'économie coréenne, et donc pour la puissance en fait de la Corée à l'étranger, ça joue beaucoup. D'ailleurs, ces scandales à répétition donnent finalement une mauvaise image de la Corée. La Corée est en ce moment dans une phase de diplomatie assez intéressante, de diplomatie publique, avec ce qu'on appelle la Hallyu, la vague coréenne. Donc c'est une vague culturelle finalement de la Corée qui s'exporte énormément dans le monde, à la fois en Asie du Sud-Est mais aussi en Occident, avec les séries, avec le cinéma, avec la cuisine, avec la pop coréenne. Et cette image très positive, notamment envers les jeunes, pourrait être, cassée par ces scandales à répétition, par finalement cette réalité du milieu économique, des milieux finalement économiques et politiques coréens, où il y a énormément de connivence, de corruption, et c'est la pop, tout l'esprit pop et tout l'esprit de cette vague coréenne serait un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors justement, aujourd'hui, ces dirigeants, qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai dit l'arbre qui cache la forêt, je me suis trompé d'expression, c'est plutôt un écran de fumée. Et c'est plutôt cette affaire Samsung qui serait Hugo. L'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les dirigeants en Corée du Sud semblent vaciller à mesure que les affaires sont déclarées. On a la même chose un peu en Europe, en France, avec ces affaires Fillon, Marine Le Pen et compagnie, et on en a passé tellement depuis que nous sommes à cette émission. Voilà, tu sembles... Oui, Marc. Je te remercie de rigoler et d'interrompre le fil de ma pensée. C'est très agréable. Parce que je suis fatigué. C'est bien, merci. Allez-y, pardon, excusez-moi. Non, tout ce que vous dites est d'une perplexité. Vas-y, Marc. Ça n'a aucun sens. Non, mais puisque c'est perplexe, on t'écoute. Non, je voulais pas dire ça. Perspicacité. Merci, pardon, excusez-moi. Décidément. Pauvre petit Marc. Non, voilà, ces affaires, on voit que ce soit, j'allais dire au Canada n'importe quoi, que ce soit en Corée du Sud ou en France, ces affaires sortent aujourd'hui et ont des retentissements, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Ah mais tout à fait, et la France n'est pas protégée de ces affaires-là, on le voit avec, on en parle tout le temps, mais voilà, il y avait à un certain moment les affaires Sarkozy, il y a aujourd'hui l'affaire Fillon, l'affaire Marine Le Pen et d'autres affaires, évidemment. Mais il y a, en Corée, cette effervescence presque populaire qui pousse à faire tomber les dirigeants comme des dominos. On l'a vu avec la présidente qui était extrêmement impopulaire, ce qui a favorisé son départ, non pas sa démission, mais sa destitution, ou du moins sa mise en retrait par l'Assemblée nationale. Mais voilà, il y a en effet un contexte très favorable, puisque comme par un effet domino, aujourd'hui, le numéro 1 de fait de Samsung, Lee Jae-yong, est amené du moins à tomber lui aussi, et on voit à travers ça la corruption assez généralisée dans ces milieux-là en Corée. D'ailleurs, je disais en introduction un peu quand on compare à la France, forcément, c'est notre repère ici. Je disais, il n'y a pas qu'en France les affaires. Et puis, je rajoutais même, que les affaires sortent actuellement en Corée. Est-ce que c'est un peu historique de faire ressortir des affaires comme ça, ou c'est une nouveauté ? C'est pas de nouveau du tout, hein. Il faut se rappeler qu'il y a notamment l'ancien président Roh qui s'est suicidé parce qu'il avait été accusé de corruption à juste titre. Il reconnaissait à demi-mot les accusations. Il a reçu de l'argent. Il a reçu une certaine somme d'argent et on peut considérer peut-être que c'est de la corruption. Quoi qu'il en soit, il s'est suicidé en 2009. Certains anciens dirigeants ont eux reçu énormément d'argent, hein, c'était des centaines de millions, et ça c'était bien avant, hein, c'était dans les années 70-80.
Et eux ont été pas forcément condamnés. Aujourd'hui, on est peut-être dans une phase un peu différente où l'on commence à condamner les gens qui sont accusés et qui sont sûrement accusés à juste titre. Avec, je sais plus. Avec le risque, je sais pas ce que tu voulais dire, mais avec le risque, quoi qu'il en soit, que le système, je dirais ce système des chaebols soit d'une certaine manière remis en cause. Alors je sais pas à quel degré il sera remis en cause. Changé et remis en cause, mais voilà, et on peut arriver à une certaine révolution en Corée, à voir jusqu'où ces affaires vont finalement. Ça dépendra à la fois de la gravité de la situation et puis aussi du pouvoir des juges. Je voulais dire à quel point aujourd'hui, en plus, avec l'internet, le numérique, il est de plus en plus facile de faire ressortir ces affaires, et là, partout dans le monde, bien entendu aujourd'hui. Et je pense que que ce soit les dirigeants, que ce soit les hommes politiques, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de cacher les choses et de passer à travers les mailles du filet. Voilà ce que j'allais Oui, dire. c'était assez flagrant avec l'affaire Choi Soon-sil, où des médias avaient finalement réussi à découvrir certains indices via sa tablette, et les juges, l'avaient découvert par ce biais-là. On a beaucoup de mal à passer, on a de plus en plus de mal, à passer à travers les mailles du filet de la justice et de l'opinion publique aussi, parce qu'il faut le souligner, en Corée, le peuple a fait un énorme travail presque démocratique en se mobilisant d'une manière tout à fait inédite, tout à fait différente aussi de la manière dont on se mobilise en France. En Corée, j'imagine que le monde a vu les images, mais ce sont des mobilisations presque immobiles, souvent à la chandelle, où voilà, on se mobilise sur un endroit donné. C'est un peu différent d'en France, où on est beaucoup plus en mouvement, parfois beaucoup plus violent. Un défilé. Aussi, oui, voilà, il y a un défilé, voire parfois des heurts avec les forces de l'ordre. En Corée, c'est beaucoup plus, je dirais, maîtrisé d'une certaine manière, et c'était d'autant plus impressionnant à la fin 2016 que ça n'arrive pas si régulièrement que ça. Bon, Marc doit être rassuré de voir qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des affaires, et ça doit te réconforter, mon Marco. Ah non, pas me réconforter, non. Non, j'observe ça, je me dis de toute façon, s'il y a des affaires un peu frauduleuses en France, pourquoi il n'y en aurait pas ailleurs? Je suis pas rassuré, au contraire. Je me dis que je vois ça un petit peu d'un œil tragique, et je vois que dans toutes les grosses structures, bon là c'est des cas particuliers, et Hugo faisait bien de rappeler que c'est j'ai pas la prononciation, mais Chaebol, effectivement, donc ça, les consortiums d'entreprises, c'est un gros truc, et que on va dire à l'image des groupes, en fait, en France, quand on réfléchit un petit peu, groupe qui peut concerner plusieurs filiales, plusieurs entreprises, quand on extrapole un peu, et c'est vrai que là, tout à l'heure, c'en est un exemple. Oui. Voilà, par exemple, et on voit que peut y avoir un effet domino. Hugo disait qu'il y avait une mobilisation inédite. Oui, c'est vrai que bon, maintenant il y a une certaine défiance vis-à-vis de deux choses, peut-être la politique et le monde économique en soi. Je pense que ça n'a pas de frontières, à part dans certains cas particuliers. C'est quand même un peu surprenant en ce qui concerne la Corée du Sud. On aurait pu penser que les pays asiatiques sont souvent réputés pour justement leur droiture, un petit peu leur autorité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu confonds la Chine et la Corée, peut-être. Non, mais tu confonds droiture et je pense qu'on a peut-être cette vision de la droiture, mais il y a dans beaucoup de pays asiatiques une corruption qui est assez folle. C'est le cas en Chine, c'est le cas au Japon, parce qu'il y a ce système assez similaire de grands groupes, finalement, à l'image des chaebols. Et c'est le cas dans beaucoup de pays où on a des connivences, parce qu'il y a souvent un pouvoir plus ou moins fort, et les pouvoirs autoritaires ont tendance à s'appuyer sur des grands groupes industriels, des grandes entreprises, et les entreprises ont intérêt à marcher dans le pas. Donc c'est des intérêts qui vont dans le même sens. C'est pour ça aussi qu'il y a ces ententes-là, et ce serait se tromper que de voir dans les pays asiatiques des exemples à ce niveau-là. J'extrapole quand je dis asiatique, mais voilà, au moins est-asiatique, mais aussi sud-est asiatique. Oui, alors pardon. Donc je continue en prenant en compte ce qu'a dit Hugo.
Donc on remarque qu'il y a quand même, et Hugo rappelait tout à l'heure l'effet des réseaux sociaux, je pense que c'est vrai qu'il peut y avoir un lien. Je parlais pas des réseaux sociaux. Non, d'internet en soi, pardon, excuse-moi, mais tu parlais d'internet, excuse-moi. Et c'est vrai qu'il y a, on le voit très bien aujourd'hui, il y a une façon très médiatique de voir les événements à travers internet, comme quand il y a eu le printemps arabe, on a l'impression que ça vient d'un seul coup parce qu'il y a eu internet, etc. Mais je pense qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'à travers le monde, peut-être à des degrés différents, mais pas une nature différente, une défiance vis-à-vis de deux mondes, la politique et l'économique. Et on n'est pas à l'abri de voir divers groupes sauter pour X raisons, pour des raisons de corruption, pour des raisons de financement frauduleux, etc. On voit ça un peu partout. Et ce que je regrette, c'est que je vois qu'il y a une accusation très forte et que derrière, souvent, la justice a du mal à faire son travail pour des raisons justement de parcelles, de parallèles, de liens qui peuvent exister entre ces mondes-là et les mondes de la finance et de la politique et le monde de la justice. Alors excusez-moi, je ne veux pas mettre en cause en France la non-indépendance de la justice, mais on voit très bien. Qui est en vogue en ce moment en plus. Mais on voit très bien. Oui, enfin bon, moi j'aime pas le terme qu'a utilisé Fillon d'assassinat politique. Moi c'est comme ceux qui disent voilà prendre en otage. Oui, c'est toutes les images bien sûr, ça les m'énerve. métaphores. On aurait dû mettre une photo de Jaurès avec marqué oui ça c'est peut-être un assassinat politique, mais ça bon, encore une fois j'aime pas trop cet terme. Non, je dis pas ça, je dis que à l'échelle classique, à notre échelle, je pense que la justice fonctionne plutôt bien. Mais quand quand il y a des sommes énormes sont en jeu, quand il y a des procès qui durent des années, je mettrai pas ma main à couper sur l'indépendance à proprement parler des juges, voilà. Donc tant mieux que ces affaires sortent, mais généralement, ce ne sont pas les plus grosses affaires qui sont les mieux traitées. Regardez Strauss-Kahn, par exemple. Eh ben, merci messieurs d'avoir été... Oui, Hugo, un commentaire sur Strauss-Kahn? Non, mais Strauss-Kahn, c'est simplement, je pense, l'illustration d'un modèle, d'un système judiciaire qui est différent. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, qui n'avait rien à voir, mais qui était pourtant intéressant, bien sûr. C'est la fin de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Nelson qui est intervenu, merci à Marc, merci à Hugo. La semaine prochaine, nous recevons Laurent Godmer pour son ouvrage La politique au quotidien, co-dirigé avec Guillaume Marel. Juste avant la présidentielle, il sera intéressant d'interroger l'un des deux auteurs sur le regard scientifique que l'on peut porter sur l'agenda d'un élu. Cela lancera sur Radio Rec la période électorale avec sans doute d'autres rendez-vous sur la web radio et sur notre site internet radio-rec.fr. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir et à proposer vos contenus sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous en ferons l'écho. À la semaine prochaine, bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube